Nous allons échanger sur les résultats très intéressants du dernier baromètre d'Apicil, dont le titre est Inclusion, le regard des Français sur les seniors en entreprise, réalisé par Opinionway. Nous allons en parler avec Sylvain Martinet, qui est responsable du département développement des capitales humains chez Apicil. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis présenter Apicil, et après on parlera directement du baromètre. Alors, effectivement, je suis responsable d'un département au sein des ressources humaines qu'on appelle développement du capital humain. Donc, mon département est en charge de l'ensemble des processus. Habituellement, on parle de développement RH, c'est-à-dire recrutement, formation, euh, on parle de talent management de manière générale. Donc, c'est l'évolution des carrières, les mobilités, le suivi de nos collaborateurs. Et puis, également, dans le périmètre, on a une responsabilité autour de notre politique en matière d'inclusion et de diversité, donc un peu le sujet du jour. Alors, Apicil, oui, pardon. Apicil, peut-être vous dire deux mots de ce qu'est le groupe Apicil. Donc, c'est un groupe de protection sociale et patrimoniale. Donc, c'est un groupe lyonnais qui a d'assurance de personnes, qui a quatre métiers. Le premier, c'est celui de la retraite complémentaire. Donc, par délégation des GRCARCO, on gère l'ensemble des cotisations et des versements des retraites complémentaires sur notre territoire lyonnais. Nous avons un deuxième métier, ce qu'on appelle la santé et la prévoyance, hein, donc classiquement ce qu'on appelle la mutuelle et puis des contrats de prévoyance qui représentent pour le coup là une partie assez importante de notre groupe. Troisième métier, c'est tout qu'on met sous l'épargne et les services financiers, donc les aspects toujours d'assurance, ça peut être voilà, euh, la retraite supplémentaire, par exemple, ou du conseil en gestion de patrimoine qu'on fait au travers de ce troisième métier. Et on a un quatrième métier qui est lui, beaucoup plus récent, qui est le métier des services, où justement, voilà, on s'adresse à nos clients, notamment des DRH, par exemple, et on apporte du conseil, ça peut être ça, en tout cas, sur les questions de qualité de vie et de conditions de travail, par exemple, ou l'accompagnement de services de manière générale. Par exemple, une société qui s'appelle Boulinéa, chez nous, qui met à disposition de l'assistance, typiquement pour accompagner les personnes à leur domicile, notamment des personnes âgées, pas que, par exemple. Donc voilà, un dernier métier qui est assez récent, qui vient compléter ce qu'est le groupe Apicil. Donc on est 2200 salariés à peu près, en croissance. Pour ça je dis à peu près, parce que c'est des chiffres qui évoluent, parce on est vraiment dans une stratégie de- d'extension et de croissance, diversification à la fois. Et peut-être ce qui est important de dire, c'est qu'un groupe de protection sociale comme nous sommes un groupe paritaire, mutualiste. On a un modèle un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas d'actionnaires. On est plutôt dans un modèle un peu désintéressé. Une grande partie donc on a un chiffre d'affaires qui avoisine les 3,5 milliards d'euros. Euh, voilà, une partie de nos résultats sont réinvestis dans des services, notamment justement de l'action sociale. Euh, voilà, des budgets qui sont là pour aider nos clients et aider les personnes les plus vulnérables. Donc, dans l'ADN du groupe Apicil, depuis, je ne l'ai pas dit, on a plus de 85 ans, parce que c'est l'âge du groupe, il y a dans cet ADN peut-être d'être tourné évidemment vers l'autre, tourné vers le plus vulnérable. Et c'est pourquoi la question de l'inclusion, de la diversité tient une place toute particulière euh, pour le groupe, puisque c'est un sujet pour nous en tant que RH, pour notre population en interne, mais c'est aussi un enjeu de notre stratégie en matière de RSE, euh, voilà, qui est une dominante forte pour ce qu'on veut faire vis-à-vis de la société. Alors, vous avez répondu le pourquoi l'inclusion, vous avez devancé ma question. La définition de l'inclusion, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, l'inclusion, c'est vrai que c'est un terme qui est apparu, on parle toujours de diversité, hein, c'est un terme qui est plus ancien, on a toujours parlé de diversité. La diversité, c'est le fait qu'on est tous uniques, hein, typiquement. D'ailleurs, notre baseline d'Apicil, qui est, je trouve, superbe, elle n'est pas de moi, donc je le dis d'autant plus, nos équipes qui ont travaillé là-dessus, c'est unique avec un S, ensemble. Unique avec un S, c'est la diversité. Ensemble, c'est l'inclusion pour moi. C'est comment on fait en sorte de créer un environnement qui n'exclut pas, déjà d'une part. Donc l'inclusion, c'est de faire en sorte que on met personne de côté et on s'interroge. Et c'est pas si simple que ça, parce que comme on est tous uniques, justement, on a tous des spécificités. On peut se retrouver parfois de côté parce qu'il y a un processus, il y a quelque chose. Parfois, c'est des choses très simples, hein.
des marches d'escalier qui permettent pas d'accéder à toute la population, mais ça peut être des choses de la vie courante dans une entreprise qui sont aussi plus invisibles et qui peuvent parfois mettre de côté voilà, un certain nombre de personnes. Et donc, c'est un travail au quotidien pour faire en sorte de se poser la question systématiquement, est-ce que ce qu'on met en place ne met pas les personnes de côté? Et parfois, ça nécessite à l'inverse, comme toute politique d'ailleurs de RSE, ben, de contrer des choses qui viendraient créer ce qu'on appelle des externalités négatives, par exemple, hein, qui viendraient créer de l'exclusion. Et à Pitié, du coup, à cœur de mettre en place des moyens pour euh, aller vers l'égalité, justement, l'inclusion, c'est aussi mettre en place des choses qui permettent à chacun bah, d'être dans le même statut, même égalité. Donc voilà, c'est un terme qui est, vous comprenez, qui va plus loin que simplement la prise en compte de, de ce que fait la spécificité des uns et des autres. C'est comment notre environnement, euh, qui est le nôtre en interne, mais aussi dans lequel on vit, on fait en sorte qu'il soit plus inclusif possible. Euh, Pourquoi un baromètre sur les seniors? Alors, déjà, pourquoi un baromètre? Parce que ce baromètre sur les seniors, c'est le quatrième baromètre qu'on a commandé à OpinionWay. Donc, on a lancé un premier baromètre il y a 4 ans, qu'on avait baptisé Les Français et l'inclusion. Et on avait lancé ce baromètre au moment où, bah, clairement, on avait inscrit euh, dans notre stratégie l'idée que un des piliers de notre RSE serait de favoriser une société euh, plus juste, plus inclusive, en tout cas une société positive. Et on a voulu, quand on a lancé ça, s'interroger sur, mais finalement, est-ce que une entreprise a quelque chose à voir avec l'inclusion dans la société, par exemple? Est-ce que les Français, c'est pour ça qu'ils se baromètre, on leur a posé la question, est-ce que pour eux, déjà, c'est quoi l'inclusion? La question que vous m'avez posée, est-ce que c'est un terme qu'ils ont l'habitude d'entendre? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et euh, est-ce que la société française est inclusive selon elle, selon ces mêmes personnes? Et puis surtout, est-ce que bah, les entreprises ont un rôle à jouer? Donc, on a lancé ce premier baromètre. Et dans ce premier baromètre, ce qui était assez important pour nous, hein, c'est que déjà là, les Français, alors, quand je dis les Français, c'est toujours les répondants, donc c'est 1000 personnes qui ont répondu. Les répondants, 87% d'entre eux disaient bah oui, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer sur la question de, de l'inclusion d'une manière générale. Et donc, ça nous a conforté, nous, dans notre idée euh, ce qui faisait quelque part notre volonté hein, d'agir pour voilà, une société plus inclusive, hein, qui est nos piliers de la RSE, eh ben, on était complètement légitime pour le faire. Et donc voilà, ce baromètre, il est là. Et comme on veut rendre la société plus inclusive, on suit du coup ce baromètre et du coup, ça fait 4 ans qu'on le suit et on voit les évolutions. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et ce quatrième baromètre, on ne pouvait pas, le sujet des seniors étant tellement prégnant, euh, voilà, l'idée est arrivée assez vite de se dire il faut qu'on pose des questions aux Français sur l'âge, sur la question des seniors, puisque c'est un sujet tout à fait d'actualité. Bah, je pense que évidemment tout le monde est au courant, mais qui a fait l'objet de négociations, de discussions, et qui évidemment les entreprises sont attendues sur cette question. J'ai oublié de dire une chose qui est importante, quand même. Quand je présente le groupe Apicil, en général, je parle de la raison d'être du groupe Apicil. Et la raison d'être du groupe Apicil, c'est par une relation proche et attentionner, accompagner, soutenir toutes les vies, toute la vie. Pardon. Soutenir toutes les vies, toute la vie. Et c'est vraiment là qu'est née la question aussi de la diversité, de notre question voilà, en faveur euh, du développement de l'inclusion et d'une société plus inclusive. Oui, parce que le baromètre dit que parmi les discriminations que les Français relèvent le plus, il y a le handicap, l'apparence physique, l'origine et la race supposée, et ensuite l'âge. En fait, il y a et l'âge, c'est à 80%. C'est quand même des chiffres très importants. Je reviens aux 87% qui jugent que les entreprises devraient œuvrer pour l'inclusivité. C'est-à-dire, en fait, on pourrait estimer que, enfin, que ces 87% jugent que la société n'est pas inclusive, quelque part. Non? En tout cas, alors, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que typiquement, dans ce quatrième baromètre, et vraiment, je pense que ça a été une forme de surprise, hein, on pose la question, est-ce que les Français pensent que la société française est inclusive? Et à 63%, dans ce quatrième baromètre, Ah oui, oui. c'est vrai. Ils répondent que oui, et c'est Oui. en forte progression, puisque la dernière, oui, la précédente édition, enfin, ça fait plus 7 points, c'est Ah 56%. oui, oui, je vois. Ça, Oui. c'est le premier point. Le deuxième point, je viens là-dessus parce que c'était vraiment enfin, les surprises positives pour nous, parce que comme je vous dis, on suit quand même.
le rapport qu'ont les Français avec l'inclusion et comment ils voient la société. Le troisième point, c'est que 3 salariés sur 4 pensent que leur entreprise est inclusive. Et ça, ça a fait plus de 12 points par rapport au dernier baromètre 2023. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, bon, c'est peut-être contradictoire, mais en tout cas, ils pensent que la société est inclusive, mais en même temps, ils pensent que, et davantage que l'année dernière, que les entreprises ont pris ce sujet et que leur entreprise est inclusive. Donc ça, c'est des aspects pour nous, c'est vrai, c'est un motif de satisfaction pour nous, dans le cadre de notre combat, quelque part, de ce que nous menons. Mais ça a été une forme de surprise. En tout cas, voilà, sur ce point-là. Pour vous, les entreprises s'intéressent à ce sujet-là, pourquoi? J'allais provoquer. C'est pour une mode? C'est pour paraître la bonne entreprise? Est-ce que ça va jusqu'à... parce que moi, j'avais lu des études il y a longtemps déjà, lorsqu'il y avait, lorsque tous les âges étaient représentés dans la masse salariale, dans les salariés, il y avait une plus grande productivité. D'ailleurs, je crois que c'était l'université anglaise, Oxford, qui avait cette étude. Pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent à ce sujet pour vous? Alors, il y a des entreprises qui s'intéressent comme Apicil depuis longtemps parce qu'elles sont convaincues, bah, même enfin, au travers de cette étude, effectivement, qui est assez connue, en tout cas convaincues que euh, la diversité est source de performance et que voilà, il faut représenter à la fois nos clients, mais il faut représenter la société dans son ensemble parce que c'est important quand sur certains business, euh, écarter dans ces équipes telle ou telle population, c'est aussi d'une certaine façon avoir une vue en tout cas limitée même de ce que peuvent être nos clients, etc. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'études effectivement qui montrent qu'il y a un lien entre diversité des équipes et performance. Mais c'est vrai que ça, c'est pas suffisant comme argument. Moi, ce que je peux apporter comme une réponse sur cette progression, là, quand on parle plus de 12 points, 3 salariés sur 4, enfin 3 sur 4 pensent que leur entreprise est inclusive. Clairement, je pense qu'il y a un fait de société. On a eu beaucoup de sujets autour MeToo, par exemple, fait partie, Black Lives Matter, etc. sont des sujets où aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ne pas être inclusif, ou en tout cas montrer qu'on fait des discriminations, qu'on prend à partie des minorités, etc., peut être, en termes d'image, extrêmement négatif. Donc, il y a un effet quand même, on se préoccupe, c'est-à-dire une société qui diffuse, par exemple, je sais pas, des photos de leur équipe où tout le monde se ressemble, ils sont tous très jeunes, par exemple, même des startups, j'en ai vu, où on a des équipes tous bien jeunes qui se ressemblent, etc. Ça crée des bad buzz souvent, et du coup, forcément, d'un point de vue image, on se préoccupe. Bon. Après, de manière très concrète, il y a deux choses. Les entreprises traversent et vont sans doute traverser dans les années à venir les pénuries de compétences. Et en matière de recrutement, le sondage d'ailleurs le montre, il y a plus d'un actif sur deux qui considère que l'action qui est menée par l'entreprise en matière d'inclusion qui est un critère important lorsqu'il postule. C'est-à-dire que quand on est candidat, aujourd'hui, euh, les candidats regardent la politique qui est menée par l'entreprise en matière de diversité et inclusion. Donc, d'un point de vue recrutement, attractivité et peut-être aussi fidélisation, mener une politique inclusive est aujourd'hui presque indispensable. C'est-à-dire que c'est devenu, enfin, en tout cas, de l'afficher, après de la noter, c'est autre chose, mais de l'afficher, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui peuvent pas prétendre qu'elles ne sont pas inclusives. Je dis bien prétendre. Donc ça veut dire que c'est un des points qui fait que les entreprises s'en préoccupent, c'est attractivité, attirer les talents, etc. L'autre point, j'en reviens au business. Vous savez, aujourd'hui, quand vous répondez à des appels d'offres, alors des appels publics, ou en tout cas des gros appels d'offres, même des plus petits, nous-mêmes d'ailleurs, quand on challenge nos fournisseurs, il y a des critères qui sont autour de nos engagements en matière d'inclusion. Par exemple, j'ai en tête, je ne dirais pas laquelle évidemment, mais un appel d'offres sur lequel on est en cours, on nous pose la question quels sont nos taux de recrutement des seniors, par exemple, et quelles sont nos ambitions sur les années à venir. Donc ça veut dire que ça devient un challenge pour les entreprises. On est attendu là-dessus. C'est-à-dire que nous, on veut travailler avec des fournisseurs qui se posent cette question. Nos clients veulent travailler avec des fournisseurs qui se posent ces questions parce que la société a changé de ce point de vue-là. Et je pense que et c'est une bonne chose. Après, on pourra y revenir, mais entre prétendre de le faire, commencer à le faire et puis commencer à être une entreprise inclusive, de toute manière, il va y avoir beaucoup d'humilité sur ce sujet. Et j'espère que vous entendrez dans mes propos beaucoup d'humilité aussi, c'est-à-dire qu'on fait des choses bien, mais c'est un tel travail qui est sans fin que je veux aborder beaucoup d'humilité à mon propos. Mais en tout cas, c'est un long travail et c'est un travail permanent
qui est à considérer. Donc, c'est un investissement qui est assez fort et qui ne peut pas se résumer à de la communication, en tout cas. Oui, puis c'est une direction sans fin, parce qu'on peut toujours trouver des identités de plus en plus petites, comme je dis souvent avec mes amis, de plus en plus sélectives, et puis au bout d'un moment, bon, on continue à inclure de plus en plus d'identités réduites. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, la- les chiffres, en fait, quand j'ai lu le communiqué de presse, moi j'étais étonné par des chiffres. Par exemple, 83% des salariés estiment que les actions des entreprises en faveur de l'employabilité des seniors sont insuffisantes. C'est-à-dire qu'en fait, 83%, c'est même, enfin, ça veut dire que même des jeunes jugent que les entreprises ne font pas assez pour les salariés seniors. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes s'intéressent quoi, à leur future carrière quand ils vont vieillir, ou alors ils s'intéressent aussi aux seniors. Ce chiffre-là, il est énorme. Il est, c'est vrai il peut être surprenant. En tout cas, c'est comme le chiffre que vous citiez tout à l'heure, hein, quand on pose la question aux Français, euh, quelles sont les quatre discriminations sur eux. Là, j'arrive en quatrième position, ce qui est quand même, moi, ça a été une surprise aussi, qu'il arrive si haut. Ça veut dire qu'effectivement, je crois que c'est 80%, vous citiez le chiffre, ça veut dire qu'effectivement, ça n'arrive plus forcément des plus jeunes. Et donc, les plus jeunes voient effectivement l'âge comme potentiellement euh, une discrimination possible, en tout cas, hein, quelque chose qui permet de discriminer. Donc, je pense qu'en matière de discrimination, ça c'est mon avis, peu de personnes sont dupe en réalité. C'est-à-dire que je pense que quand on prend du recul, quand on pose la question aux Français, quand on s'interroge, on le sait parce qu'il suffit qu'on regarde les chiffres, effectivement, nos seniors regardent tout simplement les taux d'emploi, les taux de chômage qu'il y a sur cette catégorie d'âge, on voit une des premières discriminations, c'est ne pas être recruté, par exemple. Et ça, je ne sais pas si nos jeunes sont si attentifs que ça, mais il me semble qu'ils ne peuvent pas ignorer que c'est une réalité. Les jeunes ont des parents, voilà, connaissent des personnes, et on sait d'ailleurs, hein, quand on rentre dans la vie active, oui, que ben, en tout cas, quand on arrive à un certain âge, bah, peut être peut-être plus difficile, effectivement, à trouver un emploi. Ça, je pense que personne n'est dessus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même les jeunes sont au courant que les seniors ont du mal à trouver du travail. Parce que ça veut dire, parce qu'en fait, c'est ça, hein, estiment que les actions d'entreprise ne sont pas suffisantes, sont insuffisantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils imaginent même ce que c'est, mais en fait, ils connaissent ou ils imaginent la réalité et ils estiment que les seniors sont discriminés. Oui, mais c'est comme, moi, je suis vraiment, hein, je pense que ça fait partie des choses dont, malheureusement, on sait, hein, enfin, tout le monde sait, ça fait partie des statistiques. Et je pense qu'effectivement, personne n'ignore. Et on se dit, forcément, en conséquence, enfin, moi, j'interprète comme ça les résultats, que bah, si ces personnes ces populations discriminées, c'est qu'on ne met pas suffisamment de moyens, on n'incite peut-être pas, et on sait qu'il y a des discussions en cours aujourd'hui pour inciter davantage les entreprises à embaucher des seniors. Donc, c'est qu'effectivement, les mesures ne sont pas suffisamment importantes. À votre avis, moi j'avais lu aussi une étude réalisée par une chercheuse de, je sais plus, enfin, l'université sur Paris. Elle expliquait que lorsqu'on prenait des mesures d'âge, en fait, dans les pays où on prenait des mesures d'âge, par exemple on faisait un zoom sur les seniors, par exemple, c'était là en fait où il y avait le plus fort taux de discrimination par rapport à l'âge. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez en fait. Euh, La corrélation entre faire des sondages, enfin faire des Pas statistiques forcément sur... faire son âge, mais faire des zooms sur les sondages, les contrats de travail pour les seniors, par exemple, Ah oui, ou pour les jeunes. En fait, ça stigmatisait. En fait, ça faisait apparaître des groupes séparés. Et c'était dans ces pays-là que le taux de chômage des jeunes, d'ailleurs, et des plus âgés était le plus élevé. Vous en pensez quoi de cette relation? sincèrement, j'aurais pas le recul pour prendre peut-être cette étude, en tout cas les réflexions qui sont menées là-dessus. Moi, ce que je pense tout de même, c'est que on peut pas, on dit toujours améliorer quelque chose qu'on mesure pas. Et donc, ne pas mesurer, je parle en interne, en tout cas en entreprise, je parle pas de statistiques qui se fait en dehors d'entreprise, mais ne pas s'interroger nous-mêmes en tant que RH sur comment ces populations sont traitées, c'est ignorer ou c'est faire l'autruche quelque part. Donc, je suis un peu embêté. Je crois moi quand même qu'il faut, au contraire, et c'est ce qu'on fait par exemple chez nous, hein, c'est que on suit des chiffres sur, par exemple, le nombre de recrutements qu'on fait pour des personnes qui ont 5 ans et plus, par contre, ou 50 ans et plus, je ne sais plus quel est le critère. Et, euh, et donc, ça nous permet quand même de se poser les bonnes questions. C'est finalement, est-ce que c'est des populations qu'on recrute? Et quand on fait la corrélation entre la structure d'âge, on va dire, des personnes actives de la population active
et nos structurages en entreprise, bah, il faut se poser la question. Après, on ne peut pas se plaindre d'avoir une pénurie de compétences ou alors un problème de recrutement si on n'a pas peu ou prou une pyramide des âges qui ressemble à une structure euh, de la pyramide des âges de la population active, par exemple. Donc, ne pas mesurer, en tout cas, moi, ça me poserait une difficulté quand même. Autre résultat, les salariés apprécient avant tout chez leurs collègues seniors leur expérience à 74% et leur capacité à transmettre leur savoir à 49%. C'est-à-dire qu'en fait, on a même des jeunes, alors et en 20 ans, ça a changé, hein, à mon avis, hein. Il y a même des jeunes qui apprécient les seniors par rapport à leur expérience. On ne retrouve pas la volonté j'allais dire, des jeunes supposés, dans mon imaginaire supposé, de prendre la place des plus âgés. Au contraire, là, en fait, il y a une idée de profiter de l'expérience des seniors. Ça aussi, c'est quand même récent, ça, non? Alors, j'ai pas le recul pour vous dire si c'est récent. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de euh, assez naturel, on va dire les choses comme ça, puisque après tout, c'est ce qui se passe dans la réalité. Quand on pense aux jeunes, par exemple, on va penser très naturellement à les plus jeunes, c'est souvent les personnes qui font stage ou en contrat d'alternance. Ces personnes-là, bon, déjà, il faut leur demander qu'est-ce que vous appelez senior, parce que quand on a 24 ans, je ne sais pas à partir de quand on pense qu'on est senior, mais en tout cas, ils sont souvent mis avec des gens plus expérimentés, et ces gens qui sont plus expérimentés, qui sont tuteurs ou qui accompagnent, souvent, on peut l'espérer, chez nous c'est le cas, sont sélectionnés par leur appétence à transmettre, à accompagner, et il faut reconnaître que quand on a sa carrière derrière soi, souvent, il y a cette naissance qui est là, c'est de vouloir transmettre. Donc moi, je suis pas, en tout cas, les collaborateurs plus jeunes qui sont en contact avec des seniors, ça ne me surprend pas qu'ils voient ces seniors, ben oui, une richesse, c'est souvent de l'apprentissage, pas que compétences techniques d'ailleurs, c'est aussi l'apprentissage de la vie en entreprise en réalité, parce que c'est ça le capital, je pense, de ce qu'est un senior, c'est son vécu, c'est aussi du coup sa prise de recul sur des choses qui peuvent paraître tout à fait stressantes quand on est plus jeune et qui l'est beaucoup moins quand on est un peu plus âgé, parce que forcément, on en a vécu d'autres quelque part. Donc, moi, ça ne me surprend pas personnellement. Je pense qu'au contraire, c'est les résultats de la vie de tous les jours entre ce qui se passe entre les générations dans l'entreprise. Alors, moi, si je comprends bien, 63% des Français pensent que la société est inclusive. On a dit 80% pensent que là, il y a une discrimination. 83% veulent que les entreprises en fassent plus, enfin, en tout cas, estiment que les entreprises en font pas assez. Alors, qu'est-ce qui bloque? J'allais provoquer. Que font les DRH? C'est tout le point du moment, hein, de l'actualité d'aujourd'hui, hein. C'est effectivement, hein, moi, euh, la question de l'âge, je le compare, je sais pas si la comparaison est bonne, mais un peu au changement climatique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose dont on sait depuis des années. Moi, ça fait quelques années que je travaille, et ça fait des années qu'on sait que la population active en France va vieillir. Nous, on travaille en plus sur les questions de la retraite, donc je peux vous garantir que c'est des choses qu'on voit très bien en termes de projection. Donc, c'est inéluctable, c'est-à-dire que demain, il faut employer des personnes plus âgées et elles sont sur le marché du travail, les statistiques le montrent, et pourtant, comme le réchauffement climatique, on va dire, c'est là, c'est annoncé, c'est une des rares choses qu'on peut vraiment projeter correctement. Pour autant, les choses ne se font pas naturellement. Donc, c'est vrai que la question que vous posez est très juste, c'est pourquoi finalement, qu'est-ce qui s'opère dans cette affaire pour faire en sorte, enfin, qui fait que les entreprises n'avancent pas. Alors, le premier point, moi, j'ai envie de dire, je vais répondre en deux points. Le premier, euh, c'est un sujet de diversité et d'inclusion. Et comme tout sujet de diversité et d'inclusion, ce que je le disais tout à l'heure, c'est des sujets qui nécessitent un effort pas seulement de rationnel, mais de travail sur notamment un sujet qui est la question des stéréotypes, d'une part. C'est-à-dire que quand on travaille sur les questions de diversité, la première chose qu'il faut faire, et toutes les entreprises sans doute ne sont pas enclenchés complètement dans cette démarche, c'est de faire prendre conscience déjà que nous possédons tous des stéréotypes. C'est naturel, c'est quelque chose qui est humain, il ne faut pas s'en vouloir, c'est un réflexe qui est ce qui est, parce qu'on simplifie les choses, cette simplification elle est là pour nous faire aller plus vite et dans les compréhensions de certaines choses. Et parfois, cette simplification, elle amène des biais et surtout des erreurs. Voilà. Et dans les biais qu'on va faire, les erreurs, c'est dans le stéréotype du senior, on les connaît, hein, c'est le senior est plus âgé, donc il va être moins motivé, il va être parce qu'il est en fin de carrière, il va être moins performant. Le senior a plus de mal avec les outils informatiques.
le senior coûte cher, le senior, etc. Et ça, c'est sont tous des stéréotypes à déstructurer. Donc déjà, un, à prendre conscience qu'on produit des stéréotypes, et deux, à les déstructurer, et surtout au moment où on prend des décisions. Donc la première décision qu'on prend en entreprise, c'est le recrutement. Donc ça veut dire quand on reçoit un candidat senior, déjà, il faut le recevoir, donc il ne faut surtout pas l'exclure. Normalement, on n'est pas censé l'exclure, parce que là, je ne figure pas sur un CV, mais enfin, quand on voit la ligne d'expérience, on peut se douter. Et la première chose, c'est surtout pas exclure, et au travers de ces stéréotypes. Donc le premier point, c'est les stéréotypes. Dans le premier point, travailler sur la diversité et inclusion. Le deuxième sujet, c'est mettre en place des processus, on va dire, de développement, enfin RH, qui travaillent uniquement sur la notion de compétence, uniquement là-dessus. Et donc ça, c'est vrai pour l'âge, mais c'est vrai pour tous les sujets de discrimination possibles, hein, c'est-à-dire que les décisions qui doivent être prises, elles doivent être prises sur une seule chose, un seul critère, c'est la compétence. Qu'est-ce qui fait qu'on recrute? C'est la compétence qui doit primer, que je sois un homme, une femme, un senior, un jeune, etc. Qu'est-ce qui fait que je vais accorder une augmentation? Qu'est-ce qui fait que je vais accorder un départ en formation, etc. Et donc ça, c'est le deuxième effort à faire, c'est effectivement quand on a des processus RH qui ne sont pas établis sur ces notions de compétences, là, ça nécessite de les retravailler, etc. Donc ça, c'est tout un gros bloc qui est ce que j'inclus dans diversité et inclusion, et qui explique que les entreprises qui ne sont pas dans cette démarche-là, elles vont du coup pas naturellement, ou alors naturellement, elles vont dériver par des biais, et donc du coup, discriminantes. Et encore une fois, je parlais d'humilité, je parle aussi, enfin, il y a peu d'entreprises, j'espère, qui sont discriminantes volontairement. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'auto-flageller. C'est, encore une fois, des process, des stéréotypes, etc. Et donc, la première chose, c'est d'en prendre conscience et de mettre en place. Mais il faut des efforts de formation, de sensibilisation, de revue des process. Premier point. Le deuxième point, qui, moi, me semble le plus important aujourd'hui, c'est le choc que doit être généré au travers des discussions qu'on a dans le débat actuel au niveau des DRH de manière générale sur la prise en considération de l'âge et surtout des mesures qu'on met en face de l'âge. Je m'explique. Aujourd'hui, et c'est très bien, il faut continuer de le faire, on prend la question du senior, les mesures qui sont mises en place pour les seniors sont prises quasi exclusivement autour du départ anticipé ou pas, en tout cas de la préparation à ce départ, à la retraite, sous-entendu. C'est-à-dire qu'on voit les seniors uniquement sur le prisme de comment on va les accompagner à ce départ, de manière anticipée, avec pourquoi pas du temps partiel, avec des choses. Et c'est très bien, l'accompagnement au départ, on met des formations de préparation à la retraite, on va mettre en place des dispositifs qui vont leur permettre de se projeter sereinement dans un départ à la retraite. Mais finalement, il n'y a presque que ça qui est vu. Alors, deuxième point, ce qui est vu, du coup, c'est un départ, ça veut dire quelles compétences, avec quoi ils partent, et donc, du coup, comment ils transmettent leurs compétences. Donc, il y a aussi, et d'ailleurs, dans le sondage qui est révélé par les plus jeunes, mais les plus âgés, hein, on voit effectivement le senior comme une richesse, comme quelqu'un qui va transmettre des compétences, il va accumuler un savoir, c'est un capital. Et donc, les RH, ils se posent la question, ce capital, comment on fait pour ne pas le perdre quelque part. Donc, la transmission est évidemment très importante. Mais on occupe souvent quelque chose, et je pense qu'il faut se forcer là-dessus, parce que du coup, ça enlève toute la partie développement des compétences, évolution professionnelle, perspective qu'on donne à un senior quand on a 50 ans. Moi, je pense qu'on a soif d'apprendre, on a soif d'évoluer. 50 ans, on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à la retraite. Et donc, il faut, je pense, et là, c'est quelque chose vraiment, je parle de choc, il faut vraiment que les entreprises donc, suivent par des indicateurs, des pas que, mettent en place, en se forçant, des dispositifs qui permettent de ne pas exclure les seniors euh, des, de la formation. Ça veut dire peut-être faire des people reviews, des revues de personnel dédiées, je ne sais pas, en tout cas, se poser la question comment on fait en sorte que on n'exclut pas de toute la partie évolution professionnelle, formation, mobilité, pour donner évidemment l'envie, la motivation. Et puis, il y a une chose qui est surtout très simple, c'est que la, les compétences aujourd'hui, on le sait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en tout cas, les technologies font qu'on a une obsolescence beaucoup plus rapide aujourd'hui des compétences. Et je ne vois pas pourquoi les seniors seraient épargnés par cette question-là. Bien au contraire, enfin, au même titre que les autres. Donc pourquoi on laisserait à 10-15 ans un collaborateur en disant bah, de toute manière, lui, il va bientôt partir, on va le laisser dans son obsolescence de compétences et puis à la dérive quelque part, et on va s'occuper des autres. Non. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense qu'on a d'anciens repères où effectivement les choses bougeaient peut-être un peu moins et que finalement, bah, certes, on a accumulé un vécu dans l'entreprise, une complexité, une organisation, etc., des compétences techniques, et ces compétences techniques étaient encore valables. Voilà.
parfois, c'est plus vrai du tout. C'est plus vrai du tout dans certains cas. Donc voilà, moi, c'est vraiment, je pense, le point le plus important et qui est pas simple. Et pareil, avec beaucoup d'humilité, parce que je pense pas que nous-mêmes, au sein du groupe Apicil, on soit complètement arrivé sur ce sujet. On est plutôt aussi dans la phase de constat. Nous, je ne l'ai pas dit, mais chez Apicil, on a à peu près 30% de collaborateurs qui ont plus de 50 ans tout de même. Euh, parce que les entreprises, on a une certaine ancienneté, parce qu'on a une mobilité déjà, une culture de mobilité qui est en place, on est dans cette logique-là. On a aussi travaillé depuis quelques années sur les questions d'inclusion et de diversité, donc on a une plus forte, peut-être, je dis peut-être maturité que les autres sur ce sujet. Néanmoins, voilà, le sujet est long et surtout, il faut s'en préoccuper et accompagner et donner envie, parce que voilà, l'appétence, la motivation, elle ne se décrète pas, elle doit aussi être générée. Et pour être motivé, il faut avoir de la perspective quand même. Si vous aviez, pour finir, un point à retenir du baromètre, ce serait lequel? Ben, moi, c'est ce que j'ai cité en premier, c'est le fait que, quoi qu'on en dise, en tout cas, les répondants pensent que les entreprises sont de plus en plus inclusives. En tout cas, elles le sont au regard de l'évolution qu'on a entre les deux mesures. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que vraiment, pour Apicil, on est convaincu, et c'est vrai pour la question de l'âge, que finalement, que nous, on fasse de l'autre côté des choses bien, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est que la société dans son ensemble évolue. Et voilà, c'est ça qui, pour nous, en tout cas, ce qui est une grande satisfaction pour nous, que ce soit pour la question de l'âge ou des autres sujets, c'est vraiment ce que je retiens de ce baromètre. Super, merci, merci Sylvain Martinet. Je rappelle que vous êtes responsable du département développement du capital humain chez Apicil. Merci beaucoup. Merci à vous.